Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Deuxième épisode ensemble. Cette fois-ci, je voulais qu'on s'interroge ensemble sur la manière dont le côté humain, émotionnel, l'authenticité peut être intégré dans le management public, forcément. Puisque tu as souvent parlé d'un management incarné, si je me trompe pas. Donc, forcément, dans un cadre aussi normé que celui de la fonction publique, est-ce qu'il est déjà possible d'aimer manager? J'avais envie de commencer avec cette première question. Alors oui, il est possible d'aimer manager si on a compris ce que c'était. Si on pense que manager, c'est simplement lié au statut et au pouvoir, je pense qu'on se trompe de casting. Et en effet, aimer manager, c'est avant tout, me semble-t-il, pour l'avoir pas mal pratiqué, et tous les auteurs vont dans ce sens-là, c'est avoir quand même le goût des autres. C'est le goût des autres, c'est vouloir les embarquer, c'est avoir une vision, c'est avoir des projets communs, c'est créer de l'intelligence collective, c'est tout ça. Et ça, c'est pas forcément dans le bagage, je dirais, qu'on a quand on accepte un poste ou qu'on voite ou qu'on acquiert un poste de dirigeant, de chef de service, tous les termes qui vont avec le management. Donc ça, c'est une chose très très importante. Et c'est vrai que moi, je me réfère toujours aux travaux de Schein, Edgar Schein, qui a travaillé sur les ancres de carrière, ancre au sens ancrage, et qui dit, il y en a 9, et qui dit en fait à tous les moments de notre vie, moi j'y crois beaucoup, des moments très forts où on doit faire des choix très très lourds, un déménagement, un divorce, un mariage, avoir un enfant, mais vraiment des choses, des changements professionnels, très accepter un nouveau poste. Qu'est-ce qui au fond va faire qui va passer par-dessus tout, qui est fait de notre expérience, de nos valeurs, de nos envies, de nos compétences, un mélange de plein de choses. Et là, est-ce que c'est, alors on nous dit, l'expertise. Je suis un expert et j'accepte de déménager 10 fois pour faire grandir mon expertise. Est-ce que c'est le dévouement à une cause? Je veux travailler, mais plutôt dans des ONG, dans l'associatif. Voilà. Et il y a l'encre managériale. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette encre managériale. Le problème, c'est que pour évoluer dans beaucoup d'organisations, j'ai envie de dire toutes, publiques ou privées, pour évoluer, il faut accepter de manager. Et là, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de dégâts parce que on n'est pas fait pour ça. Alors, on arrive, on est manager et puis en fait, déjà, on n'a peut-être pas été formé parce que les organisations promeuvent des gens qui sont des très bons experts et l'expertise peut être mal gérer l'ennemi du manager. Être un expert comptable, c'est pas être un bon dirigeant de cabinet d'expertise comptable. Être un très bon ouvrier n'est pas être un bon agent de maîtrise. Être un très bon prof ne veut pas dire qu'on sera un bon proviseur. Et c'est vrai que là, il faut accepter des mutations et faire le deuil de son expertise. Alors, je dis pas du tout en avoir, parce que ça crée une forme de légitimité, mais abandonner cette expertise parce qu'on sera plus le meilleur expert du domaine, mais on sera quelqu'un qui va acquérir d'autres compétences pour faire grandir les autres, pour mettre en place cette intelligence collective. Et c'est vrai qu'il y a une force d'effacement de soi qu'on voit beaucoup dans le leadership, mais le management, ce n'est pas que du leadership, ça en fait partie, mais ce n'est pas que du leadership qu'il faut accepter. Donc, la première chose, aimer manager, oui, mais toutes les organisations le savent, mais n'arrivent pas à développer d'autres véritablement filières de promotion. C'est très intéressant. Et alors, j'ai 2 questions qui sont venues que j'ai envie de te soumettre. La première, c'est est-ce que selon toi, manager, c'est inné ou c'est acquis? Alors, je dirais que c'est comme le saut en hauteur, la tennis, comme les comptabilités, comme le grec ancien ou il y a des gens qui ont une forme déjà des compétences ou des aptitudes à ça. Je parlais du goût des autres, je parlais d'une forme de charisme.
voilà, on parlait d'incarnation, qui embarque facilement les gens, qui ont une vision, oui, ça, ou qui des grandes compétences organisationnelles, et qui ont déjà, je dirais, un petit degré, hein, ils sont déjà ceinture bleue ou verte. Et puis, Mmh. il y a ceux qui arrivent en n'ayant rien, mais on peut, et puis il y a ceux qui sont déjà ceinture noire, hein, qui ont besoin de rien. Mais je dirais que 80% de la population démarre avec un bagage, une envie d'apprendre, alors ça c'est nécessaire et de progresser, et peut largement progresser en management, largement. Mmh. Et c'est ça qui est un D'accord. problème, c'est que le management dans l'imaginaire, et peut-être plus dans la fonction publique, est vu comme quelque chose qui, en plus du mou, des soft skills, du mou, par-dessus quelque chose de dur, hein, qui serait donc les compétences techniques, et sourire, taper sur l'épaule, avoir, et en fait, non, il y a vraiment des hard skills, des compétences dures du management, et comme les personnes ne les acquièrent pas, ou les pensent superfétatoires, ou on ne les prépare pas à ça, ben, elles se trouvent en difficulté. Et ce que Mmh. je dis toujours, je ne connais pas de manager, de chef de service, de dirigeant. Enfin, j'en ai peut-être vu véritablement toxiques. J'en connais beaucoup qui ont peur. Ils ont peur de dire non. Ils ont peur de gérer un Mmh. conflit. Ils ont peur d'aller parler en public. Ils ont peur de faire passer un projet auquel ils ne croient pas. Mais tout ça, c'est des compétences qui s'acquièrent et qui Mmh. peuvent très bien être acquises en partant d'un socle plus ou moins inné, comme pour tout. Et alors du coup, c'est intéressant, il y a certaines, on a chacun des valeurs, personnelles. Quand, ces valeurs, elles sont, décalées ou en tout cas, elles sont pas alignées avec les pratiques managériales que, l'institution, propose ou impose en tout cas, comment on peut réconcilier ces 2 parties-là? Il y a un vrai point, critique là. Ah oui, oui, alors ça, c'est vraiment un point très, très important. C'est ce triangle des Bermudes qui fait que ce que je fais au quotidien ne correspond pas forcément à mes valeurs, C'est mais ça. il n'empêche que c'est ce qu'on me demande de faire. Et puis quelquefois, je prends des initiatives pour être en phase avec mes valeurs, mais je suis en désobéissance avec l'organisation. Et ça, Mmh. c'est un vrai sujet de tension qui peuvent être très fortes, très quotidiennes. Et l'alignement dont on parle beaucoup, hein, pour avoir un management de qualité, l'alignement entre mission, vision, valeur. C'est-à-dire que la mission au quotidien correspond, contribue à la vision, c'est-à-dire le devenir de mon organisation, de mon service, en lien avec mes valeurs. Cet alignement, bah, souvent, il n'existe pas et ça pose des problèmes de dissonance éthique, qui font qu'on est en souffrance. Ça, c'est Mmh. évident. Le résoudre, bah, c'est déjà, quand on rentre dans une organisation, bien comprendre, ce que va être le quotidien, enfin le travail au quotidien, et pas seulement écouter le discours, pour ne pas, avoir ce décalage énorme. C'est peut-être, se dire qu'on accepte d'être en désobéissance, un certain, avec des marges de manœuvre qu'on peut se créer. Ça existe surtout dans les systèmes très contraints, hein. Visiblement, c'est plus facile que dans les systèmes où il y a plus d'ajustements. Et puis la dernière chose, eh ben, c'est peut-être partir, parce qu'à un moment, ça correspond tellement pas à ce que je veux vivre, que je vais pas me démolir la santé. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet Mmh. d'autant plus fort dans la fonction publique que un des motifs, c'est quand même l'emploi à vie, on va dire, et que autant dans le privé, ben, on peut démissionner plus facilement. Enfin, je veux dire, c'est dans notre vision, c'est dans une vision des choses. Le privé, j'arrive, même si on veut rester, on sait que ça pas peut-être pour toujours, alors que la fonction publique, c'est quand même un des ressorts principaux. Et du coup, cet enquistement et ce dérive, enfin ce décalage, il est certainement ressenti de façon beaucoup plus importante, alors en densité de nombre de personnes et en intensité à l'intérieur de chacun. Mmh. OK. La 2e question qui me venait, tout à l'heure dans ce que tu as dit, c'est une question qui m'a été posée. Je ne sais plus si c'était dans le cadre d'un concours, ou autre, mais c'était: «Est-ce que vous pensez que vos collaborateurs vous aiment?» Et là, du coup, j'avais envie de te la soumettre. Est-ce que ça, c'est une question importante? Est-ce que les émotions ont leur place dans le quotidien d'un manager public? Tu vois, est-ce qu'on peut, pleurer, rire, se montrer vulnérable? Est-ce qu'on peut attendre de ses collaborateurs ou de son chef qu'il nous aime? Voilà, c'est un petit combo, question-émotion. Mmh. Alors,
pour être un bon manager, faut pas vouloir être aimé. L'amour n'a pas sa place au sens. C'est pas une émotion, l'amour. C'est un sentiment. C'est différent. Et je pense qu'il faut, quand on arrive en poste de management, il faut pas vouloir être aimé. C'est d'ailleurs la faiblesse de beaucoup de managers. Et c'est d'ailleurs une façon d'être manipulé, etc. Donc là, il faut oublier. Faut oublier. Ça veut pas dire d'être désagréable, ça veut pas dire d'être détesté, hein, mais ça veut dire que c'est pas le but. C'est pas le but. Je fais avancer les personnes, je les respecte, mais j'ai de l'exigence, de la bienveillance, de l'exigence aussi pour les faire avancer, etc. On est au boulot, hein, on n'est pas à la maison, voilà, au café en train de draguer, etc. Un rendez-vous d'évaluation avec un collaborateur, c'est pas une date, hein. Je suis désolée, voilà. Ça non, mais c'est important de le dire. Par contre, ce qui est très important, plus que l'amour, je pense, c'est la confiance. C'est-à-dire que j'ai la confiance de mes collaborateurs et j'ai confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose qui est un liant essentiel, qui fait gagner un temps fou, qui permet de créer du groupe, du collectif, etc. Et cette confiance, en effet, elle peut être basée sur des choses qui sont des procédures, des règles, parce que derrière, c'est la notion de transparence, c'est la notion d'égalité, il y a plein de choses qui jouent. Mais elle peut aussi travailler les émotions, au sens des émotions qui peuvent être des émotions positives, la plus positive, la joie, c'est-à-dire s'autoriser à rire, alors quand je dis s'autoriser, c'est même drôle de dire ça, mais on prend plaisir à son travail, on prend plaisir à rigoler entre collègues, et ça c'est très très important. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus l'été dernier avec les Jeux Olympiques. Et la deuxième chose, c'est s'autoriser aussi à se montrer vulnérable. À s'autoriser, c'est peut-être plus fort. Et là, il y a des travaux qui ont été faits sur quand j'arrive à montrer que je doute, que j'ai peur, que je crée quelque chose d'un peu vulnérable chez moi qui fait que je vais tisser de la confiance avec les personnes qui, a priori, ne sont pas les personnes en qui je accorderai ma confiance le plus simplement, par exemple mes collègues ou mes collaborateurs. Donc ce cercle de la confiance à partir de la vulnérabilité, il est très 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 intéressant. Ensuite, un manager doit savoir, alors le mot est pas très heureux, hein, on dit toujours gérer ses émotions. Un manager, s'il se laisse aller à la colère, s'il se laisse aller au doute, s'il se laisse aller à la peur, alors une fois de temps en temps, oui, mais je dirais, ne peut que générer un climat complètement délétère. Hein, c'est une évidence. Arriver en disant oh les gars, on va jamais y arriver, c'est terrible, la boîte veut fermer, ou on n'a pas de budget, voilà, la peur, le doute, ou alors c'est de votre faute, je peux plus vous supporter, la colère, j'y arriverai, vous êtes des nuls, enfin. C'est évidemment quelque chose qui met les gens en souffrance, et se laisser aller à des émotions négatives, c'est un des grands problèmes actuellement, des défauts du management, des problèmes de management, hein, qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans des enquêtes de QVT, etc. Le management, les émotions négatives, tu veux dire comme la colère, l'exemple que tu indiquais? Oui, la colère, le doute, la peur, le dégoût. Hein, il y a 5 grandes émotions. 4 sont plutôt négatives et une est positive. Et c'est vrai que ne pas savoir les modérer ou même les écarter de sa pratique professionnelle, c'est extrêmement important, parce que le manager, on a commencé par ça, c'est l'incarnation, c'est une forme d'incarnation. Et franchement, moi, je le vois tous les jours, particulièrement chez mes étudiants, quand ils sont en apprentissage, quand ils sont en stage. Mais qu'est-ce que c'est important, l'impact du manager en tant que personne. Et en effet, l'admiration qu'on a pour lui, la confiance qu'on a pour lui, ce qu'il incarne, c'est lui qui incarne l'organisation au quotidien, qui donne du sens au travail, qui va me reconnaître ma valeur, qui va m'apprendre à grandir professionnellement, mais même humainement. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc quand on a quelqu'un qui passe son temps à avoir la trouille, qui est enfermé dans son bureau, qui a un traitement inégalitaire des personnes, qui passe son temps à vous spier en disant mais t'es un gros nul, t'arriveras jamais, voilà, et qui sait pas, c'est ça le problème on perd son estime de soi, on perd sa confiance en soi, on perd la confiance en son manager, et ça c'est un cercle complètement mortifère, enfin délétère, qui se met en place.
OK. Isabelle, si jamais on veut poursuivre cette conversation avec toi ou lire tes travaux, enfin comment on rentre en contact avec toi? Alors, je suis beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Enfin, je fais 2 ou 3 posts Mmh. par semaine, qui reflètent un peu mon humeur du moment. J'ai un petit site internet où là aussi je mets en ligne des articles, régulièrement. Et puis mes 2 derniers ouvrages, enfin j'en ai 3 qui il y a le Management de la diversité qui est un peu plus vieux, mais qui a été réédité l'an dernier, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ces sujets-là. La kakistocratie, hein, Voyage au cœur de l'incompétence, qui est sorti l'an dernier. Il y en a un aussi qui s'appelle le Management est mort, vive le management, qui sont en fait un recueil de chroniques, sur une chaîne qui s'appelle Xerfi Canal, où je fais là aussi beaucoup de petites chroniques vidéo courtes, où j'aborde un peu ces sujets qu'on vient d'évoquer, de façon diverse et variée. Voilà, j'essaye de regarder un petit peu tout ce qui se passe, et puis d'avoir à la fois un fil rouge, hein, sur un management plus responsable, comment on peut en fait manager et performer, hein, parce que la performance n'est pas un tabou, sans abîmer les gens, sans abîmer la planète non plus. Ça me paraît très important. Et puis repérer, voilà, des sujets du moment, alors qu'ils peuvent être des fois très très vieux, hein. Quand j'ai travaillé avec un de mes collègues il y a quelques années sur, avec un autre livre, La manager et le philosophe, sur le courage. Tu as parlé d'authenticité à un moment, c'est des vieux, 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 vieux sujets qui ont plus de 2000 ans et qu'on retrouve tous les jours dans le quotidien professionnel. C'est ça aussi qui est passionnant. Je mettrai tout ça en note de podcast. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Isabelle pour Écoute, tous ces merci éclairages. beaucoup de cet échange, très sympathique. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.